Bon, maintenant, nous allons commencer. D'abord, je voudrais remercier de sa présence le deuxième adjoint au maire de Montpellier, Monsieur Michel Passé, c'est bien ça, qui représente Madame le maire. On est très sensible à sa venue. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant une sommité, je vous dis ce que je pense en termes scientifiques, Jean-Pierre Luminet, qui est un grand scientifique. Il fait honneur à notre pays dans un domaine de recherche qui fait rêver, fantasmer et déterminant pour l'avenir. Je rappellerai ses travaux sur les trous noirs, sur les comètes, sur les astéroïdes, qui peuvent nous sembler très lointains, comme dans un film de science-fiction, mais notre avenir se joue aussi dans ces travaux de recherche et ces dimensions qui, bien souvent, nous dépassent. Nous avons souvent des réflexes très terre-à-terre, avec une vision de notre futur très, voire trop ancrée dans le présent. Il nous faut parfois apprendre à voir plus loin, mettre de côté notre expérience. C'est le rôle de personnalités comme lui. Je tiens à souligner aussi que Jean-Pierre Luminet est un écrivain, est un poète, donc il sait tout faire. Vous avez publié beaucoup de travaux scientifiques, aussi des ouvrages de vulgarisation. Ils sont écrits dans un langage simple, accessible à tous. Donc vous êtes en quelque sorte un de ces passeurs de science qui nous permettent de comprendre, ou tout au moins d'y croire, comme on comprend, dans ce qui se passe dans l'univers. Donc durant 3 jours, la FNCCR a multiplié ses travaux sur les services publics. Nous tentons de trouver les meilleures solutions dans un monde qui change, comment gérer des ressources rares, celles de l'eau, l'énergie, comment moins gaspiller, comment innover. Ces réflexions ont besoin donc d'être éclairées par un moment différent, un moment de respiration, qui est le sens de votre intervention. Nous attendons que vous fassiez le lien entre cet avenir qui nous semble très lointain et notre univers qui nous semble aujourd'hui clos, limité, agité par de multiples secousses et de multiples menaces. Donc il nous semble aussi que votre conférence revêt un grand intérêt. C'est pour cette raison que nous avons souhaité vous inviter à nous parler de choses et d'un langage qui n'est pas fréquent et qui fait une bonne transition d'ailleurs avec tout à l'heure la conférence de Lars. Je crois que M. Corollaire est peut-être parmi nous. En tout cas, nous sommes dans l'attente de vous écouter. Nous sommes très heureux. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et puis, je vous passe la parole. Au plaisir de vous écouter. Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil très chaleureux. Et je suis donc ravi d'avoir l'occasion de revenir dans cette belle ville de Montpellier où il y a presque 40 ans, j'ai fait une année à l'université où j'ai commencé justement à contracter mes premières passions pour l'astrophysique, sujet dont je vais donc vous entretenir ce soir avec une problématique absolument fascinante. Vous parlez d'eau et d'énergie, avec évidemment toutes les extraordinaires problématiques qui se posent à l'échelle de notre planète. L'eau et l'énergie sont également 2 sujets particulièrement fondamentaux en ce qui concerne l'univers à très très vaste échelle. Et donc c'est à ce genre de parcours, à mi-chemin entre la science, bien entendu, beaucoup de science, mais un petit peu de rêve et de poésie également, tant ces choses dont je vais vous parler vous paraissent lointaines, inaccessibles, mais elles ne le sont pas à l'entendement humain. C'est ce qui fait la passion du métier de chercheur. Et je vous parlerai donc des prodigieuses ressources, à la fois en eau et en énergie, qui sont dans le cosmos, accessibles ou pas accessibles, ce sera à vous de juger. Alors l'eau a toujours joué un rôle symbolique fondamental dans la perception que les hommes, disons les philosophes et les savants, se sont faits sur la constitution du monde. Vous avez sans doute entendu parler du philosophe grec Thalès, qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est l'un des premiers grands philosophes de l'Antiquité grecque, à essayer de rationaliser quelque peu les visions que l'on pouvait avoir à l'époque sur le cosmos, à une époque où on pensait essentiellement que le cosmos était entièrement gouverné par les caprices des dieux. Il a essayé de commencer à faire de la physique, et donc il appartenait effectivement à une école philosophique que l'on appelait les physiciens de Milet, Milet étant le nom
de la petite ville de naissance de Thalès, qui se trouve aujourd'hui en Asie mineure. Et pour Thalès, l'eau était réellement le fondement de toute chose. Thalès avait quelques idées qui aujourd'hui évidemment nous paraissent dépassées, mais c'était déjà remarquable d'avoir ce type d'idées à cette époque-là. L'idée par exemple que la Terre était un corps qui flottait sur de l'eau, et surtout que l'eau en fait était l'élément fondamental, une citation, l'eau est la cause matérielle de toute chose. Ces idées ont été développées par les philosophes grecs, notamment Platon et Aristote. Vous voyez ici une reproduction, un extrait de la fameuse fresque de Raphaël, l'école d'Athènes. Ces philosophes-là ont essayé de structurer, d'essayer de penser le cosmos en termes d'éléments constitutifs fondamentaux. Donc ces éléments sont la terre, l'eau, l'air, le feu et un cinquième élément qu'ils ont appelé la cinquième essence ou la quintessence. La terre, l'eau, l'air et le feu sont évidemment les éléments du monde d'ici-bas. La quintessence était censée représenter un fluide extrêmement subtil qui remplissait le ciel et dans lequel se mouvaient les astres. On l'a appelé aussi ultérieurement éther. Et puis dans l'ensemble de petites figures géométriques que vous voyez là, représente en fait cette tentative en fait de modéliser en quelque sorte par de la géométrie, par des formes géométriques élémentaires, les propriétés de certains de ces éléments. Voilà. Alors vous voyez notamment que l'eau était représentée géométriquement par un solide platonicien, que l'on appelle un icosaèdre, qui est relativement fluide, c'est-à-dire que si on construit un icosaèdre de cette façon, on peut le faire relativement rouler facilement sur le sol. C'était pour évoquer en fait une certaine fluidité de l'eau. Bien, on est évidemment à l'aube de la pensée rationnelle, la physique évidemment et l'astrophysique vont faire beaucoup mieux plus tard, mais c'est déjà un point de départ fort intéressant qui fait jouer un rôle important à l'eau. Ces visions-là ont abouti sur une construction intellectuelle, sur l'organisation du cosmos, la façon dont on a cru que le cosmos était organisé, une vision qui s'est perpétuée jusqu'à la révolution copernicienne au XVIe siècle. Donc ici, je vous montre une magnifique enluminure médiévale qui représente le cosmos tel qu'on se l'imaginait encore à l'époque médiévale, où en fait c'est un cosmos extrêmement hiérarchisé. Au centre et en bas, on a la Terre, le centre de la Terre étant associé à l'enfer, ce que l'on retrouve d'ailleurs très bien dans la fameuse Divine Comédie de Dante. Et puis à mesure que l'on s'élève, eh bien au-dessus de la Terre, il y a l'eau. Et vous le voyez donc ici en latin, aqua. Et puis au-dessus de l'eau, il y a l'air, et au-dessus de l'air, il y a le feu. Et après, on arrive donc aux sphères célestes et aux sphères planétaires. Voilà, donc ça, c'est le cosmos médiéval. Alors évidemment, c'est une vision qui a eu son utilité pendant quelques siècles, et puis évidemment qui a été totalement invalidée à partir de la révolution copernicienne. Alors passons immédiatement à l'astronomie moderne. Voilà une représentation également simplifiée et un peu métaphorique du véritable système solaire qui, je le précise, mais vous le savez sans doute, ne représente pas évidemment tout le cosmos. Aujourd'hui, on sait que l'univers s'étend incroyablement au-delà de notre propre système solaire. Mais donc le système solaire, comme vous le savez, n'est pas centré sur la Terre, mais sur le Soleil. Et on a un ensemble de corps donc, qui gravitent autour du Soleil et à des distances qui vont jouer un rôle très important sur la possibilité que ces corps aient de l'eau à l'état liquide ou pas. Alors, parmi ces corps, intéressons-nous d'abord à notre planète, la fameuse planète bleue, troisième en position dans l'ordre des planètes. Alors, planète bleue, parce qu'effectivement, vue depuis l'espace, et on a ces vues entières de la planète depuis l'espace, depuis les premières missions lunaires. C'était un choc culturel extraordinaire de voir pour la première fois en photographie notre Terre comme ça, bien ronde dans l'espace, et quelque part donner une sensation aussi de sa fragilité, parce que la Terre, vue de loin, ça devient un petit astre relativement fragile qui tourne autour du Soleil. Alors pour ce qui concerne notre problématique de l'eau, vous savez évidemment que on l'appelle la planète bleue parce que la Terre est essentiellement recouverte d'eau à 70% de la surface terrestre. Cela dit, ce n'est pas une planète réellement aqueuse puisque la masse totale d'eau par rapport à la masse de la Terre est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 0,025%. Donc
de 10 millièmes de fois simplement la masse de la Terre. On le comprend aisément, étant donné qu'évidemment, il n'y a que la couche très superficielle de la Terre qui peut abriter de l'eau. Sur cette eau-là, c'est à peu près les seuls éléments que je donnerai à l'échelle de la Terre, puisque très rapidement, je passerai après à l'échelle cosmique. Sur cette eau terrestre, il y a l'essentiel, c'est de l'eau salée, contenue dans les océans et les mers, 97,2%. Et il y a seulement 2,8% d'eau douce, avec tous les problèmes que cela pose et que vous vous posez justement dans vos métiers. Comment exploiter cette eau douce? Alors l'eau douce est essentiellement en plus actuellement dans les calottes polaires et les glaciers, même s'ils sont furieusement en train de fondre en ce moment, comme vous le savez. Donc une petite partie est sous forme d'eau souterraine, 0,6%, 0,02% c'est dans les lacs et les cours d'eau, et puis 0,01% dans l'atmosphère. Donc pas mal de réservoirs d'eau, mais évidemment dans des conditions très différentes pour l'exploitation et le traitement. Alors ça, c'est notre planète bleue, 3e en position. Regardons maintenant ce qu'on appelle la planète rouge, c'est la 4e planète, c'est la planète Mars. Alors vous avez ici une vue télescopique de la planète Mars. On voit ici, dans ce cliché astronomique, qu'au pôle nord de Mars, et le pôle sud on ne le voit pas, mais c'est aussi moi le pôle nord, il y a une calotte brillante qui signifie qu'il y a de la glace. Alors ce n'est pas forcément de la glace d'eau, il va y avoir des glaces de différents gaz congelés, des glaces de dioxyde de carbone par exemple, etc., parce qu'il fait très froid sur Mars, il fait moins 60 degrés en moyenne, et donc plus froid au pôle. Mais depuis les missions spatiales récentes, dont je vais dire quelques mots, on a la certitude qu'il y a aussi de la glace d'eau sur la planète rouge. Alors, vous savez qu'on a beaucoup, dans l'histoire, on a beaucoup fantasmé sur Mars et sur d'éventuelles civilisations avancées qui vivraient sur Mars, parce qu'il y aurait éventuellement de l'eau à l'état liquide. Ici, je vous montre quelques petits documents, quelques cartes étonnantes de Mars qui datent d'un peu plus d'un siècle. C'est en fait à la fin du 19e et début du 20e siècle que les astronomes équipés de télescopes qui n'ont pas encore une très très bonne résolution observent des structures sur Mars et les interprètent en termes de canaux, mais des canaux artificiels, donc remplis d'eau, et ils imaginent donc, ça vous avez certainement vu ou lu des ouvrages un petit peu de science-fiction de cette époque là-dessus, ils l'interprètent comme le résultat d'une civilisation vivant sur une planète en train de perdre son eau et qui essaie de canaliser ce qui reste d'eau liquide en construisant donc de gigantesques structures. Et voilà. Et donc vous avez ces cartes absolument étonnantes qui se sont évidemment avérées après totalement fausses et inexactes. En plus, il y avait à la fois un facteur psychologique, on avait envie de voir ces canaux artificiels à cette époque-là, et puis également un facteur physiologique qu'on appelle la fatigue de l'œil. Quand vous observez longtemps au télescope un objet avec des structures et que vous ne voyez pas très bien ces structures, l'œil a automatiquement tendance à créer des liens artificiels qui sont des illusions du cerveau en fait entre ces structures, et c'est comme ça que ces canaux martiens donc, ont été imaginés. Il a donc fallu un certain nombre d'observations, et notamment beaucoup d'observations qui ont été faites à l'observatoire de Meudon où je travaille depuis un certain nombre d'années pour qu'on sache que malheureusement ces canaux martiens n'existaient pas. En tout cas, il y a des structures sur Mars. Alors, première image, donc le vrai Mars, le Mars moderne. Le Mars d'aujourd'hui, vu avec une sonde spatiale, vous savez qu'il y a plusieurs engins spatiaux qui se sont posés sur Mars. Donc, évidemment, pas de traces d'eau à l'horizon. C'est un désert incroyablement aride. Donc, je répète, moins 60 degrés de température en moyenne. Au mieux, à l'équateur, l'été, il peut faire 0 ou 1 ou 2 degrés. Donc s'il y a des traces d'eau, elle ne peut être que congelée, soit dans les pôles, soit dans des poches souterraines. Alors évidemment, on s'intéresse à l'eau, mais on s'intéresse essentiellement à l'eau liquide pour différentes raisons. Mais alors l'espoir renaît, non pas évidemment de civilisations martiennes avancées, mais avec ces vues de Mars où l'on prend un peu de recul, on voit que de toute évidence, il y a eu de l'eau liquide sur Mars, dans le passé martien, puisqu'on voit ici des lits de grandes rivières asséchées, et donc des fonds océaniques, de vastes lacs, etc. Il n'y a plus d'eau liquide aujourd'hui sur Mars, mais il y en a eu en abondance dans le passé.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle, surtout quand on s'intéresse à l'une des questions les plus prégnantes des sciences de l'univers. Vous savez, les fameuses grandes questions, d'où venons-nous, où allons-nous et sommes-nous seuls dans l'univers? Donc, d'où venons-nous? Bon, j'en parlerai pas vraiment, c'est la question des origines, le Big Bang, etc. Où allons-nous? C'est le futur à très long terme. Et sommes-nous seuls dans l'univers? C'est la question de, éventuellement, y a-t-il d'autres formes de vie dans l'univers que sur Terre? Et pour cela, on pense, dans nos connaissances actuelles, qu'on n'a pas de bonne définition de la vie, mais on sait qu'il faut au moins quelques conditions nécessaires. Peut-être pas nécessairement suffisantes, mais au moins les conditions nécessaires. Et l'une de ces conditions nécessaires, c'est de l'eau. De l'eau à l'état liquide. Pourquoi? Parce qu'on pense que la vie s'est fondée sur la chimie du complexe. La chimie du complexe, c'est la chimie du carbone, la chimie organique. Car le carbone, c'est, parmi les atomes de la table de Mendeleïev, c'est le seul atome capable réellement, avec ses valences nombreuses, de s'accrocher à beaucoup d'autres molécules, d'autres atomes pour faire des supermolécules. Donc la chimie du complexe, après il faut que les interactions électromagnétiques puissent se propager d'une molécule à l'autre, donc il faut un fluide, l'eau, fluide abondant et universel, on le verra pourquoi, et puis de l'énergie, évidemment, une source d'énergie, l'énergie on le verra, il y en a partout. Donc on se dit... s'il y a de l'eau liquide sur Mars, il y a eu évidemment de l'énergie, et il y a sans doute eu de la chimie du carbone, parce que le carbone est un élément universel, il y a peut-être eu de la vie sur Mars. Mais dans le jeune Mars, à l'époque où il y avait justement ces conditions favorables. Alors que sait-on de la vie sur Terre, puisque c'est le seul exemple que nous connaissons? Comme je vous le disais, les conditions nécessaires, c'est la chimie du carbone. Et on sait qu'il y a 4 milliards d'années dans le passé, donc c'est-à-dire une jeune Terre, une Terre âgée simplement d'environ 500 millions d'années, il y a ce qu'on appelle la formation des molécules prébiotiques. C'est juste avant le vivant, ce sont les briques fondamentales du vivant, ce sont les super macromolécules qui constituent les acides aminés, les nucléotides et ainsi de suite, qui ont pu justement interagir entre elles grâce à l'existence de l'eau à l'état liquide. Ensuite, on sait que la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années, les premières bactéries, des bactéries extrêmement simples, monocellulaires. Et ça correspond effectivement à des datations que l'on a pu confirmer par la découverte de fossiles extrêmement anciens, prisonniers des roches les plus anciennes sur Terre. Voilà. Alors on ne comprend pas bien ce passage encore mystérieux entre le prébiotique et le vivant, les premières formes de vie. On ne sait d'ailleurs même pas tout à fait si c'était vraiment des bactéries monocellulaires ou des virus, les premières formes de vie. En tout cas, ça s'est bel et bien passé, et au fond des océans, c'est-à-dire dans l'eau. Donc quelque part, l'intuition de Thalès sur ce plan-là était juste. C'est sorti de l'eau, en tout cas la vie, pas l'univers, mais au moins la vie est sortie de l'eau. La source d'énergie n'étant pas l'énergie du Soleil à l'époque, mais étant l'énergie interne de la Terre. Et vous savez aujourd'hui que lors d'explorations très profondes des fosses océaniques, on trouve ce qu'on appelle des sources hydrothermales, c'est-à-dire des jaillissements d'énergie à travers donc, des failles du magma terrestre à très grande profondeur, et on voit des formes de vie tout à fait extraordinaires se développer autour de ces sources de chaleur, vivant dans l'obscurité la plus totale et sous des pressions atmosphériques absolument gigantesques. Alors justement, tout ça, ça nous conduit à se rendre compte que finalement, il y a sur Terre des formes de vie dont la plupart sont encore inconnues. On estime qu'aujourd'hui, on connaît plusieurs millions d'espèces vivantes sur Terre. On pense qu'on n'en connaît à peu près que 10%, qu'il y a probablement encore 90% d'espèces vivantes sur Terre qui sont inconnues. Beaucoup seraient ce qu'on appelle des bactéries extrémophiles, c'est-à-dire des bactéries vivant dans des conditions extrêmes, que normalement, il y a 20 ans, on n'aurait pas pensé qu'il puisse y avoir des formes de vie, certes primitives, mais de la vie quand même, dans les geysers, par exemple, du parc de Yellowstone aux États-Unis ou en Islande. Vous avez des geysers de soufre à 200 ou 300 degrés de température, et vous avez des êtres vivants, des bactéries, qui vivent là-dedans, dans cette température-là, et qui se nourrissent de soufre plutôt que d'oxygène, et ainsi de suite, une quantité de lieux, a priori, extrêmement hostiles, qui abritent le vivant. Alors du coup, transposé ailleurs dans l'espace, on se dit qu'évidemment les conditions sur Mars, ou encore pire ailleurs, sont évidemment plus extrêmes que sur Terre. À partir du moment où on a l'exemple de formes de vie extrémophiles sur Terre, ça agrandit l'espoir qu'il puisse y avoir, ou au moins dans le passé, des formes de vie dans des conditions difficiles telles que sur Mars. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de martiens, de petits hommes verts? Parce que s'il y a eu des formes de vie primitives,
sur la jeune planète Mars, née dans les mêmes conditions que les autres planètes du système solaire, comme on va le voir tout de suite, les destins des planètes ont rapidement bifurqué. Pas seulement en raison de leur distance au Soleil, alors c'est vrai que là j'ai mis les 3 planètes qui sont côte à côte en quelque sorte, hein, et qui marquent d'ailleurs ce qu'on appelle la zone, les limites de la zone d'habitabilité. On va appeler zone d'habitabilité autour d'une étoile la zone qui est ni trop près ni trop loin de l'étoile, de façon à ce que la température moyenne soit comprise entre 0 et 100 degrés, donc possibilité de l'eau à l'état liquide. Bien, donc Mars est sur le bord, Vénus pardon, est sur le bord interne, Mars est sur le bord externe de la zone d'habitabilité et la Terre est évidemment en plein milieu. Alors ces planètes se sont formées dans les mêmes conditions, donc au début elles avaient du gaz, de l'atmosphère, de l'eau, etc. Et puis les destins ont bifurqué pour différents facteurs. L'éloignement du Soleil a joué, mais pas seulement, la masse essentiellement de la planète a joué. Alors, vous voyez que là, j'ai mis les planètes à une échelle, à la même échelle. Donc, vous voyez que Vénus et la Terre ont des échelles comparables, ont des masses comparables. En revanche, Mars est beaucoup moins massif que la Terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, Mars a essentiellement perdu son atmosphère. Parce qu'il faut savoir que les atmosphères sont retenues par la gravitation. Voilà. Donc la pesanteur sur Mars est trop faible, et donc au cours de quelques centaines de millions d'années, l'atmosphère de Mars c'est pas complètement évaporé, mais la pression atmosphérique a été réduite d'un facteur 100 par exemple. Et c'était une époque où il y avait des rivières qui coulaient sur Mars en abondance, mais quand vous n'avez plus de pression atmosphérique, pour peser sur le cours des rivières, les rivières s'envolent dans l'espace et une autre partie se congèle. Voilà. C'est pour ça que Mars aujourd'hui est une planète qui n'a plus d'eau liquide. Sur Vénus, il n'y a pas d'eau liquide non plus, tout simplement parce qu'il y a le fameux effet de serre qui s'est emballé. Et il y a une atmosphère extraordinairement riche sur Vénus et pleine de gaz à effet de serre, ce qui fait que la température moyenne sur Vénus est 450 degrés de jour comme de nuit. Voilà. Donc ce genre de planétologie comparée peut être également utile pour inférer à très long terme le sort possible de la Terre, où on ne sait pas encore, on n'a pas des éléments suffisants pour savoir si la Terre s'orientera plutôt du côté d'un effet de serre négatif, et donc du côté de la congélation martienne, ou plutôt du côté de l'effet de serre positif. Ce n'est pas évidemment le réchauffement climatique actuel qui pose effectivement problème, mais sur une très courte échelle de temps, qui peut fournir une réponse et qui va nous indiquer que l'on va automatiquement aller vers Vénus, bien entendu. Bien. Alors donc, on a compris que sur Mars, au mieux, il y a eu des formes de vie primitives il y a 3,8 milliards d'années, à l'époque où la vie est apparue sur Terre, à condition que l'on fasse le pari scientifiquement raisonnable que la vie, c'est le résultat logique de conditions physiques et chimiques favorables, celles dont j'ai parlé, eau, carbone, énergie. Voilà. Il faut peut-être d'autres facteurs que l'on ne maîtrise pas assez pour fabriquer le vivant. Toujours est-il qu'on peut supposer qu'il y a eu une première génération de bactéries martiennes. Donc, s'il y a eu de la vie sur Mars, elle est probablement microbienne, microscopique, et elle est fossilisée depuis quelques milliards d'années, sauf grande surprise énorme, comme le suggère ce cartoon assez amusant. Je vous laisse apprécier. Bon. Vous savez qu'actuellement, Mars fait l'objet d'explorations pour essayer justement de trouver ces fameuses traces de vie fossile. Commençons déjà par des traces d'écoulement aqueux. Et là, ce sont des toutes dernières images extraordinaires obtenues par 2 missions. Une mission spatiale qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbitaire, MRO, qui prend des clichés de Mars en altitude, mais avec une résolution de quelques centimètres, et où l'on voit donc les deux clichés que vous voyez ici, là et là, sont pris par la mission MRO, et vous voyez des ravinements de l'eau qui a raviné. Ça veut dire qu'il y a encore des résurgences aqueuses. Alors évidemment, ces ravinements ne datent peut-être pas de la semaine dernière, peut-être qu'ils datent de quelques millions d'années, mais c'est quand même relativement récent dans l'histoire de la planète. Et on se dit que il y a peut-être, ça c'est vraiment pousser l'espoir au maximum, des formes de vie, des bactéries extrémophiles qui subsisteraient encore dans des couches profondes, dans des lacs glacés, gelés de Mars. Et au moment de résurgence, éventuellement, elles pourraient renaître à la vie. Voilà. Et puis ce cliché-là, c'est une vue
à une échelle de résolution de 10 cm qui a été prise par le fameux robot Curiosity, dont vous avez, j'espère, entendu parler, qui a été déposé donc par la NASA au mois d'août 2012 et qui parcourt des kilomètres et explore des sites. Et les géologues spécialistes nous disent que les structures que l'on voit là sont caractéristiques également d'un écoulement aqueux. Donc il a bel et bien eu de l'eau sur Mars. On ne sait toujours pas, évidemment, sinon on vous l'aurait dit, s'il y a eu donc des bactéries fossiles sur Mars. Peut-être qu'il n'y en a pas, qu'on n'en trouvera jamais, peut-être qu'on en trouvera le mois prochain ou la semaine prochaine, ou dans plusieurs années. L'enjeu, il est fabuleux. Scientifiquement, ce ne serait pas finalement si extraordinaire, hein, puisque ça confirmerait simplement que le pari que l'on a fait sur l'origine de la vie à partir du carbone, de l'eau et de l'énergie est un pari raisonnable. Philosophiquement, ce serait quand même très important puisque ça répondrait définitivement à la question de la pluralité des mondes habités. Je veux dire, sommes-nous seuls dans l'univers? C'est quand même une question également avec des ramifications extra-scientifiques, métaphysiques, philosophiques, voire idéologiques et religieuses et théologiques, extrêmement fondamentales. Et vous comprenez bien qu'il suffit de trouver un seul exemple de vie extraterrestre, aussi primitive soit-elle, et même fossilisée depuis des milliards d'années, pour avoir la certitude que la vie n'est pas donc un miracle qui ne s'est produit que sur la Terre, mais c'est le résultat donc logique de conditions favorables, faisant notamment intervenir l'eau à l'état liquide. Alors on va poursuivre justement notre recherche d'eau justement ailleurs dans l'univers. On va quitter Mars. Avant de quitter Mars, je vous montre ce cliché absolument prodigieux. C'est un cratère martien qui a été creusé par le choc d'une comète. Donc la comète a frappé Mars, mal protégé par son atmosphère, a creusé un cratère d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, et au fond du cratère, vous voyez une énorme couche de glace, une sorte de larme blanche, qui est de la glace, 5 km de diamètre, 400 mètres d'épaisseur, ça fait une sacrée réserve de glace, et de l'eau extraordinairement pure. Ce n'est pas de l'eau martienne, c'est de l'eau des comètes. Parce que les comètes, je vais en dire un mot, je vous disais tout à l'heure que la Terre était une planète, on l'appelle une planète aqueuse, mais il n'y a que 0,025% d'eau au total dans la masse de la Terre. Dans les comètes, c'est 50%. Dans les comètes sont bourrées d'eau. Donc une comète qui s'écrase sur une planète, elle laisse son eau. Et donc l'eau de la comète est restée au fond du cratère. C'est une très bonne nouvelle parce que le jour prochain où on ira s'installer sur Mars, commencer avec des bases scientifiques, et puis peut-être un jour des bases habitées, on n'aura pas besoin de transporter de l'eau depuis la Terre, parce que c'est lourd, et on aura de l'eau à domicile. Et puis ce sera de l'eau extrêmement pure. Bien. Donc on va quitter Mars, et puis on va s'apercevoir que finalement, dans le système solaire, Mars n'est peut-être pas le meilleur candidat pour abriter de la vie ou pour avoir abrité de la vie. En effet, depuis que l'on fait de l'exploration du système solaire lointain grâce à des sondes spatiales, on s'aperçoit que les satellites des grosses planètes gazeuses, vous savez, les grosses planètes gazeuses, c'est à partir de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, etc., ce sont d'énormes boules d'hydrogène, donc on n'y trouve pas d'eau évidemment, mais ces boules sont entourées d'un cortège de très nombreux satellites. Certains de ces satellites sont aussi gros que la Lune ou que la Terre. Et puis ces satellites sont solides et ils ont une surface recouverte de glace. Et donc si vous envoyez deux images, prises donc par nos grands télescopes et nos sondes spatiales, Europa, c'est un satellite de Jupiter, et Encelade, c'est un satellite de Saturne. Qu'est-ce qu'on voit sur Europa? On voit une surface entièrement glacée, une boule de billard incroyablement lisse, c'est de la banquise que vous voyez là. Et vous voyez des craquelures, vous voyez des fractures de la banquise, parce que le cœur d'Europa est chaud. Entre le cœur chaud et la banquise, que peut-il y avoir? Un océan liquide. Et voilà donc un lieu du système solaire où il y a de l'eau liquide. Évidemment, elle n'est pas à l'air libre. Elle ne peut pas être à l'air libre. À l'air libre, il fait moins 150 degrés dehors. Donc il y a une couche de glace. Mais sous la couche de glace, il y a de l'eau liquide. Il y a une source d'énergie qui est l'énergie interne. Il y a de la chimie du carbone, parce que le carbone, c'est un élément abondant partout. Donc je dis, pourquoi n'y aurait-il pas des Européens? Des bactéries vivant dans l'océan subglaciaire d'Europa. Alors peut-être que dans quelques décennies, lorsque les financiers et gouvernants qui détiennent les cordons de la bourse de la recherche donneront les moyens de financer quelques expéditions qui iront poser des sondes sur Europa, on pourra accéder à l'océan subglaciaire d'Europa, faire un prélèvement et y voir peut-être les bactéries, les cousins des bactéries primitives de la Terre. L'autre corps que vous voyez, Encelade, est évidemment également
un satellite entièrement recouvert de glace, c'est pour ça qu'il est assez blanc et brillant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 choses bizarres en bas. Ce sont 4 éruptions volcaniques qui ont été captées par une sonde spatiale qui tourne dans le système saturnien, qui s'appelle la sonde Cassini, une magnifique mission de l'Agence spatiale européenne, qui a assisté donc il y a quelques années à l'éruption de 4 geysers. En fait, ce sont des volcans, mais ce sont des volcans de glace. Donc ce qui s'échappe, c'est de la vapeur d'eau. Preuve qu'il y a donc bel et bien également un océan liquide à l'intérieur de Encelade. Et en plus, la sonde était équipée d'analyseurs chimiques un peu rudimentaires, mais suffisants pour s'apercevoir que dans la vapeur d'eau, il y avait également quelques molécules organiques. Pas des formes de vie, bien entendu, hein, mais de la chimie organique. Donc il y a bel et bien la chimie organique à l'œuvre dans Encelade. Donc mes collègues planétologues commencent à modéliser carrément la structure interne de ces planètes. Donc voici par exemple l'une des modélisations faites par mon collègue Pierre Thomas pour la modélisation de la structure interne de Encelade. Donc un gros satellite à peu près aussi gros que la Terre, avec un noyau rocheux évidemment, une épaisse couche de glace, plus ou moins ductile ou plus ou moins solide, et ici dans cette partie-là, donc un réservoir d'eau liquide avec évidemment des mouvements de convection qui font jaillir de temps en temps des volcans d'eau. Donc voilà un petit peu cette perspective relativement nouvelle qui date d'un peu moins de 10 ans, hein, avec l'évolution de nos connaissances sur le système solaire, qui nous font penser que peut-être finalement il pourrait y avoir des formes de vie contemporaines de nous dans le système solaire, étant des formes de vie, donc sous forme évidemment extrêmement simple, hein, pour des bactéries au mieux vivant donc dans ces océans subglaciaires des planètes lointaines. Alors poursuivons notre recherche d'eau. Quand on voit ce magnifique cliché de la planète Saturne, on voit les anneaux, bien entendu. Et il faut savoir que les anneaux, c'est de la glace. C'est pour ça qu'ils sont aussi brillants. Ce sont des petites particules de glace autour de poussières cosmiques, autour de petits rochers parfois, et qui réfléchissent la lumière du Soleil. Donc ça veut dire que quelque part, ça commence à suggérer que l'eau est partout. En tout cas, au moins dans le système solaire. Et si elle est partout aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a dû y être dès l'origine. Et évidemment, cette idée est confortée par l'observation des comètes. Donc là, vous reconnaissez ce type d'objet, là, reconnaissable évidemment par leur magnifique chevelure. Dans les comètes, c'est les vestiges du système solaire primitif quand il s'est formé. Ce sont des roches amalgamées ensemble de glace, de différents gaz congelés. Lorsque ces roches, par le hasard de la trajectoire, s'approchent du Soleil, elles s'évaporent. Et donc, elle déploie des chevelures. On analyse la composition chimique des chevelures cométaires, et donc on s'est aperçu que non seulement elles sont essentiellement composées d'eau, au moins 50%, mais également une quantité de composés, y compris des composés organiques, et on a même trouvé des acides aminés dans les chevelures de comètes. Voilà. Ce ne sont pas des formes de vie. On va dire évidemment qu'il y a des formes de vie primitives dans les comètes, mais les comètes peuvent apparaître comme les vecteurs, en fait, pour transporter d'un endroit à l'autre du système solaire les briques fondamentales de la vie à travers donc, les composés organiques qu'elles ont depuis le départ. Et donc, comme les comètes datent de l'origine du système solaire et qu'elles n'ont pas évolué depuis, contrairement aux planètes, évidemment, elles ont évolué avec la géologie, le volcanisme, les conditions initiales ont été un petit peu perdues. Dans les comètes, elles n'ont pas vraiment évolué. Donc, étudier une comète aujourd'hui, c'est un petit peu plonger dans l'histoire du système solaire et se rendre compte de quoi était fait le système solaire à sa naissance, il y a un peu plus de 4 milliards d'années. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de missions spatiales consacrées à l'exploration des comètes. Bon, ici, je vous montre simplement une petite animation, c'est une animation d'artiste, hein, faite par l'Agence spatiale européenne, du dégazage d'un noyau de comète. Donc ici, vous avez un noyau rocheux qui ne fait qu'une dizaine ou une quinzaine de kilomètres, et puis à mesure que ça s'approche du Soleil, vous avez des geysers de gaz qui vont sortir, et ce sont ces geysers de gaz qui vont provoquer ces chevelures spectaculaires qui peuvent s'étaler, elles, sur plusieurs centaines de millions de kilomètres et devenir, quand on a la chance de voir une comète s'approcher près de la Terre, on a un spectacle magnifique. Je vous signale d'ailleurs que les astronomes ont découvert l'année dernière une comète qui s'approche de la Terre, elle s'appelle Ison, et au mois de novembre, elle va passer dans les parages de la Terre. Et normalement, d'après les calculs, ça devrait être une comète assez spectaculaire et visible à l'œil. Peut-être pas à Paris, souvent c'est sous un réverbère, mais il suffit d'aller un petit peu à la campagne, de s'éloigner, et on verra dans le ciel sans doute une très belle comète. Voilà. Alors donc je disais, les comètes sont
des astres de choix pour étudier justement leur composition. Alors ça, c'est une vue d'artiste illustrant une mission spatiale très ambitieuse qui est menée actuellement par l'Agence spatiale européenne, s'appelle la mission Rosetta. C'est une allusion en fait à la pierre de Rosette qui, comme vous le savez, avait permis de déchiffrer l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes. Avec la mission Rosetta, l'ambition, c'est de déchiffrer les hiéroglyphes chimiques du système solaire, c'est-à-dire la première écriture chimique du système solaire. Une sonde va se poser en 2014, elle est partie en 2004. Après un voyage de 10 ans où elle a exploré des astéroïdes, etc., elle va se poser sur le noyau d'une comète. Elle va s'accrocher à ce noyau de comète que l'on a ciblé. La comète, à cette époque, en 2014, sera au niveau de l'orbite de Jupiter. Elle s'approchera du Soleil, elle commencera à dégazer. Et donc la sonde déploiera ses analyseurs et analysera en temps réel la constitution du gaz qui sort des entrailles de la comète, c'est-à-dire réellement la composition du système solaire primitif. Alors évidemment, on a déjà des idées très précises sur ce que l'on doit trouver, mais ce sera encore plus précis. C'est une mission tout à fait spectaculaire. Alors vous voyez que donc ces missions nous conduisent finalement à l'idée de penser que les composés favorables au vivant, l'eau, je l'ai dit, et puis les molécules organiques, se trouvent, si ça se trouve dans le comète, ça veut dire que ça se trouve dès l'origine du système solaire. C'est-à-dire que les conditions favorables au vivant étaient dans la formation même du système solaire. Alors comment s'est formé le système solaire ? Eh bien, les théoriciens ont émis donc un modèle qui marche assez bien quand on le compare aux observations. On sait que dans l'univers, il y a de très vastes nuages de gaz, essentiellement de l'hydrogène, qui constituent ce qu'on appelle le milieu interstellaire. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et de temps en temps, certaines parties de ces nuages se contractent. Et c'est la condensation de ces vastes nuages d'hydrogène qui donne naissance aux étoiles, qui sont, comme vous le savez, essentiellement des boules d'hydrogène. Alors donc, pour notre système solaire à nous, tout cela se répartit de ce qu'on va appeler la nébuleuse présolaire. Il y a, disons, 5 milliards d'années, une étoile dans les parages a explosé dans un phénomène très violent que l'on appelle une supernova. L'onde de choc a déclenché une instabilité dans notre nébuleuse présolaire et l'a fait se contracter. Le début de la contraction est suivi après par un aplatissement général parce qu'il y a un mouvement de rotation qui aplatit essentiellement la nébuleuse primitive. La condensation centrale va devenir le Soleil. La gravitation réunit la matière, c'est-à-dire essentiellement du gaz et des poussières, dans des anneaux. Au sein des anneaux, vous avez des grumeaux. Dès que vous avez des grumeaux, un excès de densité, la gravité attire et fait grossir les grumeaux en faisant le vide autour d'elles, et vous avez les planètes qui se forment à partir de ces grumeaux. Et on a donc un scénario sur la formation des planètes du système solaire, un scénario qui est confirmé aujourd'hui par l'observation de nombreux autres systèmes solaires qui sont en train de se former aujourd'hui dans l'univers et que l'on détecte dans toutes ces phases successives qui avaient d'abord été imaginées par des théoriciens. Alors revenons maintenant donc à l'histoire de notre système solaire et l'histoire en particulier de notre planète. Donc pendant ces premiers temps agités du jeune système solaire, disons pendant quelques centaines de millions d'années, oui, j'ai oublié de vous dire qu'en fait on est capable aujourd'hui, grâce à des météorites et d'autres chronomètres qui permettent de dater les événements les plus anciens, on date très précisément l'origine du système solaire et donc l'origine de la Terre. L'âge, c'est 4,566 milliards d'années. On le connaît au million d'années près. Voilà. Donc pendant à peu près 600 millions d'années, la jeune Terre, encore boule de roche en fusion liquide, a été bombardée par un véritable déluge, comme vous le voyez sur cette vue d'artiste, de météorites, de comètes, etc. Et justement, ces météorites et ces comètes ont apporté de l'eau et ont apporté des matériaux organiques. Des travaux récents, fondé notamment sur une analyse très précise de l'eau et de ce qu'on appelle en fait des rapports isotopiques. Vous savez, l'eau c'est H2O, mais l'eau n'est jamais totalement pure, c'est pas H2O pur, il y a également des traces d'autres éléments, et ces éléments sont extrêmement, je ne parle pas du chlore ou de l'eau de Javel, qu'on utilise évidemment pour pouvoir la boire, je parle des éléments naturels que l'on trouve dans la formation de l'eau, et notamment on trouve des isotopes de l'hydrogène qu'on appelle du deutérium. Et on mesure ce qu'on appelle des rapports isotopiques. Un rapport isotopique, c'est la fraction de deutérium, isotope rare de l'hydrogène, sur l'hydrogène de l'eau. Et on compare ce rapport isotopique avec ce que l'on observe dans l'eau ailleurs dans le système solaire. Et on s'aperçoit que l'eau
sur Terre, que ce soit l'eau des océans, que ce soit l'eau des lacs et des rivières, de toute façon c'est recyclé, c'est la même eau, a exactement le même rapport isotopique que l'eau que l'on trouve dans les comètes, les astéroïdes et ainsi de suite, et dans les grands nuages d'hydrogène moléculaire dont je vous parlerai très bientôt. Et donc il y a l'idée que peut-être finalement, et probablement, toute l'eau sur Terre vient du ciel. À une certaine époque, on pensait que la majorité de l'eau avait été formée sur Terre par des processus géologiques. Au centre de la Terre, et l'eau avait jailli. Eh bien non, on a aujourd'hui des modèles très précis qui racontent l'histoire du jeune système solaire. Alors ici, vous avez par exemple un article qui a été récemment publié par une équipe française qui montre les 160 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Si on met le temps zéro, disons, au moment de la formation du système solaire, ce n'est pas le Big Bang, hein, c'est juste la naissance de notre petit monde à nous, 4,566 milliards d'années dans le passé, on met l'horloge à zéro et on recompte là. Eh bien, pendant 30 millions d'années, vous avez, comme je vous le disais, tous les petits grumeaux qui se collent entre eux. Donc la croissance de petits corps, c'est les corps qui se collent entre eux pour former les planètes. Donc la jeune Terre est formée. Une trentaine de millions d'années après, vous avez un impact géant qui fabrique la Lune à partir de la Terre. Et puis une relative accalmie. Et puis vous avez ici une époque de bombardement intense qui dure quelques dizaines de millions d'années. Et cette période de bombardement intense est censée avoir précisément apporté l'eau sur Terre. Le vernis tardif, c'est l'eau, qui vient donc des comètes, des météorites, des micrométéorites, et ainsi de suite. Donc voilà une belle histoire sur l'eau. L'origine de l'eau sur Terre, elle vient du ciel. Alors, les astéroïdes dans tout ça. Donc l'eau, les comètes sont essentiellement composées d'eau. Mais il n'y a pas que des comètes qui sont tombées sur Terre, il y a aussi des corps a priori plus rocheux qui ont peut-être un peu moins d'eau que sont les astéroïdes. Alors je rappelle ce que sont les astéroïdes, j'ai récemment consacré un ouvrage sur ces petits corps absolument fascinants. Vous avez ici une vue très simplifiée du système solaire. Vous avez le Soleil au centre, vous avez les planètes internes, vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez la Terre en troisième position, vous avez Mars. Puis pour aller à la planète suivante, Jupiter, vous avez vous avez un grand saut à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse planète entre les deux. Là où, selon la théorie des anneaux, il devrait y en avoir une. Et à la place d'une planète, il y a des milliers, voire des millions de petits corps qu'on appelle aujourd'hui des astéroïdes. En fait, on pense aujourd'hui que c'est la masse énorme de Jupiter, Jupiter est 1000 fois plus massif que la Terre, qui a perturbé le système solaire et qui a empêché le collage de tous ces petits corps pour former une planète. Normalement, ils auraient dû se coller entre eux et former une grosse planète entre Mars et Jupiter. Donc Jupiter a empêché tout ça et on a à la place donc des millions d'astéroïdes. Le plus petit font quelques mètres de diamètre à peine, le plus gros fait quand même 1000 km. Et sur ces petits corps, il y a un petit peu d'eau, mais pas beaucoup, il y a surtout des matières premières. Alors on va s'intéresser un petit peu à ces astéroïdes. Juste pour la petite anecdote, il y en a un qui porte mon nom, c'est le numéro 5523. Non point que je l'ai découvert, parce que moi je suis un théoricien pur, je fais des équations, je n'observe pas au télescope. Mais il se trouve que les gens qui découvrent les astéroïdes ont la possibilité de nommer, de proposer le nom d'un collègue éventuellement à la communauté internationale pour baptiser. Donc voilà, j'ai un petit caillou d'une quinzaine de kilomètres qui porte mon nom, mais qui malheureusement ne m'appartient pas. Vous verrez tout de suite pourquoi c'est dommage, parce que ces astéroïdes, dont vous voyez cette fois-ci de véritables images, ce sont d'énormes cailloux. Pas si gros que ça, parce que s'ils étaient plus gros, ils seraient ronds, ils seraient sphériques. Donc ici, vous avez des cailloux, il y en a qui font 100 km de long. Par exemple, l'os géant que vous voyez là, Cléopatra, fait 100 km de long. Bon, vous en avez un peu plus petit. Voilà. Donc ces astéroïdes rocheux, ce sont les futures mines de l'espace. Pourquoi ? Parce que vous trouvez dans ces astéroïdes-là tous les éléments qui sont sur Terre, simplement dans des proportions différentes. Il faut savoir que la Terre, planète assez massive, dans sa jeunesse, elle était liquide, donc les éléments se sont différenciés, c'est-à-dire que les éléments lourds, ils ont plutôt coulé au fond de la Terre, et en surface restent plutôt les éléments légers. C'est pour ça que le cœur de la Terre, c'est essentiellement du fer et du nickel. Voilà. Et en surface, les éléments lourds, ils sont moins abondants ou incorporés dans des alliages. Il faut les extraire, il y en a de moins en moins. On connaît tous le problème de l'épuisement des ressources naturelles. Sur les astéroïdes n'ont jamais fondu, ils sont trop petits. Donc ces éléments qui initialement étaient en même proportion que sur la jeune Terre, eux, ils sont restés à peu près partout sur l'astéroïde, y compris en surface. Donc on se dit qu'un jour, quand les matières premières réellement s'épuiseront sur Terre, où ça deviendra extrêmement coûteux,
C'est très compliqué d'aller creuser à 30 km de profondeur. C'est peut-être plus simple d'aller à 300 millions de kilomètres dans l'espace pour aller gratter la surface des astéroïdes et aller recueillir de l'or, du cobalt, du platine, du tungstène, des terres rares dont on a tellement besoin sur Terre, etc. Et donc on commence à envisager très sérieusement l'exploitation industrielle des astéroïdes. Alors ce n'est plus de la science-fiction, ça pouvait l'être encore il y a 10 ans, mais ça a commencé à prendre une certaine réalité économique. Voilà. Alors je ne vous dis pas d'investir immédiatement là-dedans, mais pourquoi pas. Par exemple, si on avait 1 km3 d'astéroïdes à demeure, potentiellement ça représenterait 100 000 milliards d'euros en matières premières. Évidemment, après, il faut aller les exploiter. Alors, initialement, il y a 10 ans, on se disait, bon, il faut aller les chercher à 350 millions de kilomètres, ça durerait longtemps, ça serait coûteux, etc. Donc, ça ne se fera pas avant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et puis, très récemment, des jeunes sociétés américaines, des start-up essentiellement, se sont dit, mais en fait, il y a des astéroïdes qui ne sont pas si loin que ça. Il y a des astéroïdes qui s'appellent des géocroiseurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des trajectoires bien sagement calées entre Mars et Jupiter, ils ont été perturbés. Ils ont des trajectoires qui passent très près de la Terre. Alors, il y en a qui sont un petit peu potentiellement dangereux, mais ce n'est pas ceux-là qu'on va s'intéresser. Ce sont ceux qui passent pas trop loin de la Terre et qui ne représentent aucun danger. Par exemple, qui passent au niveau de l'orbite lunaire. Et puis, ce sont des cailloux, hein, ils font quelques centaines de mètres. Eh bien, on se dit que ces astéroïdes sont facilement accessibles. Et donc, il y a des startups américaines qui ont fait le calcul que d'ici quelques années, on pourrait mettre en œuvre une exploitation industrielle de ces petits astéroïdes pour y recueillir le cobalt, les terres rares, etc., etc. Donc, par exemple, la société Planetary Resources, ils a été fondée au mois de novembre 2012, il y a moins d'1 an, avec des investisseurs de renom, puisqu'on y trouve les 2 PDG de Google, Larry Page et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Schmidt, et puis James Cameron, le fameux cinéaste, voilà, qui ont investi là-dedans. S'ils ont investi, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils pensent qu'il peut y avoir un retour sur investissement à une échelle raisonnable, en tout cas de leur vivant. Et ça s'est accéléré, et donc en janvier 2013, une autre société, Deep Space Industries, s'est également créée. Alors non, we are dreamers, on est des rêves, on est des rêveurs, mais il faut rêver, hein, il faut avancer en rêvant. Et ils ont prévu que sur une échelle de temps de l'ordre de 2 à 4 ou 5 ans, il y aura des premiers petits vaisseaux très légers, Dragonfly, qui commenceront à extraire quelques kilogrammes de roches sur des astéroïdes passant à distance de la Lune. Et puis, à terme, des extracteurs de fuel. Alors, si on s'intéresse à un noyau cométaire, il y a du fuel. Alors, le fuel, il y a de l'eau, effectivement, puis il y a des hydrocarbures. Évidemment, ce n'est pas le pétrole, hein, bien entendu, ce n'est pas organique, mais il y a des choses qui ressemblent à des hydrocarbures, c'est-à-dire du fuel. Et puis, les fameuses moissonneuses de l'espace, peut-être à une échelle d'ici une 50aine d'années. Donc voilà, ces projets-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources à exploiter dans l'espace, pas si lointain que cela. Alors maintenant, on va réellement un peu plus s'éloigner, revenir sur la thématique de l'eau et de la vie dans l'univers avec ce qu'on appelle les exoplanètes. Quand on regarde les étoiles dans le ciel, normalement, on devrait savoir aujourd'hui, avec un minimum de culture scientifique, que chaque étoile, c'est une analogue à notre Soleil. Et donc, autour de ces soleils, il est logique de penser qu'il y a des planètes. Pourquoi notre Soleil serait une singularité dans l'univers, seule l'étoile ayant des planètes? Voilà. Donc, on appelle ça les exoplanètes ou les planètes extrasolaires. Alors, on le soupçonne depuis 400 ans, c'est-à-dire à l'époque de Galilée et de Kepler, qui avaient été les premiers à comprendre que les étoiles, c'était des soleils. Mais on a les moyens de les détecter seulement depuis une quinzaine d'années. Donc les premières planètes extrasolaires ont été détectées à la fin des années 90 et aujourd'hui on a mis en œuvre des moyens considérables qui permettent de détecter quasiment chaque jour ou chaque semaine ou chaque jour des planètes extrasolaires. Voilà. Donc ici j'en ai mis 2 quelque part. Bon, là en haut c'est une vue d'artiste, mais c'est une planète donc extrasolaire située pas trop loin, disons à une vingtaine d'années-lumière, en orbite autour d'une étoile un peu moins massive que le Soleil. Elle est dans la zone d'habitabilité. Et donc des collègues ont commencé déjà à modéliser la circulation atmosphérique sur cette planète-là. Voilà. Et puis donc en fait, dans toutes les étoiles proches, on y trouve des planètes extrasolaires. A été lancé il y a 2-3 ans un extraordinaire télescope spatial qui s'appelle Kepler, juste hommage rendu au génie justement de Kepler, pour détecter plus spécifiquement ce qu'on va appeler les exotères.
c'est-à-dire justement des planètes extrasolaires qui seraient situées dans la zone d'habitabilité d'étoiles ressemblant à notre Soleil. Et ça, c'est un classique parce que le Soleil est une étoile archibanale, donc la plupart des étoiles ressemblent à notre Soleil. Et on en découvre à foison. Donc aujourd'hui, on a les moyens de mettre en évidence les exotères. Alors, par exemple, dans ce système qui a été appelé Kepler 62, on a détecté donc un certain nombre, au moins 5 planètes, par les mouvements gravitationnels, des perturbations, des choses compliquées, mais on sait que 2 d'entre elles sont dans la zone dite donc d'habitabilité. Alors évidemment, ça ne garantit pas qu'il y a réellement de l'eau liquide, une atmosphère et des formes de vie sur ces planètes-là, mais au moins ce sont d'excellents candidats. Donc on voit que la question finalement de la vie possible dans l'univers devient une question réellement totalement scientifique et non plus seulement philosophique. Et à terme, pas très lointain, on espère avoir les moyens de détecter à distance, d'avoir une signature à distance de la vie dans l'univers et qui va être fondée sur 2 éléments fondamentaux, l'eau et l'oxygène. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, il y a des extraterrestres astronomes pas trop loin de chez nous qui se posent la même question que nous sommes le seul dans l'univers. Ils braquent leurs instruments vers les planètes du système solaire. Ils prennent ce qu'on appelle un spectre qui mesure la composition chimique de l'atmosphère. Ils s'aperçoivent que toutes les planètes ont une raie très marquée du dioxyde de carbone, notre fameux gaz à effet de serre, qui est présent dans toutes les atmosphères planétaires. Mais ils remarquent que pour la 3e planète, qui se trouve être notre Terre, il y a en plus des raies marquées de H2O, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 0,01% d'eau dans l'atmosphère de la Terre, plus une raie marquée de l'ozone, variante de l'oxygène. Eh bien, les biochimistes ont montré que c'était une signature du vivant. C'est parce qu'il y a de la vie à la surface de la Terre, essentiellement la synthèse chlorophyllienne, les échanges avec l'atmosphère, qu'il y a cette signature à distance. Et donc, on a un projet qui s'appelle le projet Darwin à l'horizon 2025-2030, ça dépend des financements, qui devrait permettre, nous, de faire ces mesures-là sur les planètes extrasolaires voisines de nous. Et si on trouve cette signature H2O, O3, CO2, on saura qu'il y a de la vie sur ces exoplanètes et la question sera définitivement réglée. Donc il se pourrait que d'ici quelques années, on ait enfin la réponse définitive. Si on trouve d'ici là, on ne trouve pas de bactéries martiennes ou de bactéries subglaciaires dans les satellites glacés, on ait à distance cette signature du vivant, ce qui représenterait quand même une étape majeure dans la pensée cosmique, c'est-à-dire notre position dans l'univers. Alors, notre voyage va nous amener encore un petit peu plus loin. On va se mettre entre les étoiles. Alors là, vous voyez en fond de cliché un champ d'étoiles de notre galaxie avec des couleurs magnifiques qui reflètent un petit peu la jeunesse ou la température de surface des étoiles. Les bleus sont des étoiles jeunes et chaudes, les rouges-oranges sont des étoiles plutôt âgées et les jaunes sont des étoiles de type solaire. Quand on pense aux étoiles, on les voit dans le noir en général et on a l'impression souvent que les étoiles, c'est dans le vide. Alors absolument pas. Les étoiles ne sont pas dans le vide, elles baignent dans un milieu qu'on appelle le milieu interstellaire, qui certes est très ténu, donc on ne le voit pas, on n'en voit pas la lumière, sauf si on est équipé d'un puissant télescope avec un long temps de pause. Et ce milieu interstellaire, c'est essentiellement du gaz très ténu, composé à 90% d'hydrogène, et quelques traces d'autres éléments. Donc quand on prend un cliché à très long temps de pause de ce qu'il y a entre les étoiles, on voit ça. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout du noir, le vide entre les étoiles. Donc vous voyez ça, le milieu interstellaire qui est très turbulent. Alors on a toutes ces magnifiques images de nébuleuses dans notre galaxie qui montrent justement ces vastes nuages de gaz, d'hydrogène, moléculaires essentiellement, avec des traces d'autres éléments. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que je reste sur la problématique de l'eau. Ça, c'est une des nébuleuses les plus spectaculaires et les plus belles, qui se trouve dans la constellation d'Orion. On l'appelle la nébuleuse d'Orion. On sait que c'est une nébuleuse de gaz relativement jeune, c'est-à-dire qui forme des étoiles. Il y a des étoiles qui se forment à partir de la nébuleuse. Mais des mesures très récentes, prises par des télescopes spatiaux très très sophistiqués, qui sont capables de prendre des spectres précis, c'est-à-dire de mettre en évidence des éléments chimiques dans ce que l'on observe à distance, ont montré que, regardez ce spectre extraordinaire qui a été pris par un télescope de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle ISO, qui prend des spectres en infrarouge. Vous voyez sur cette nébuleuse d'Orion que l'on voit ici en fond, vous voyez ici toutes ces raies spectrales qui montrent à la fois des raies de l'eau. Ici, vous avez 2 raies très marquées avec une présence très forte d'eau,
plus après des raies de composés organiques. Tout le reste que vous voyez, ce sont des composés organiques. Vous avez du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, du méthanol, etc. Et des choses un peu plus complexes, du méthanol, etc. On trouve même des molécules d'alcool éthylique dans l'espace, on en trouve à foison. Voilà. Alors figurez-vous qu'on a calculé, donc il y a de l'eau en permanence qui se forme dans ces nuages interstellaires. Et on a calculé que dans cette seule nébuleuse d'Orion, chaque jour, la nébuleuse produit l'équivalent de 60 fois la quantité d'eau qu'il y a sur Terre. Juste une seule nébuleuse gazeuse. Vous voyez qu'il y a d'énormes réserves d'eau. Il faut aller la chercher, bien entendu, mais il y a d'énormes réserves d'eau dans l'univers. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que vraiment l'eau est un élément qui est omniprésent dans l'univers. Alors pourquoi? D'où vient cette eau? Elle vient de l'énergie. La problématique générale qu'on m'a demandé de traiter, c'est l'eau et l'énergie dans l'univers. Vous voyez le glissement. Oui, il faut de l'énergie. Si vous vous souvenez des cours de chimie, quand on sait vous faire des éprouvettes au laboratoire en classe de chimie, là, on met un peu d'hydrogène, un peu d'oxygène, on approche ça de la flamme, enfin, je ne sais plus exactement, j'ai oublié, je n'aimais pas trop l'expérience de chimie, ça fait boum, et on a une goutte d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut de l'énergie. Voilà. Donc l'énergie, il y en a partout dans l'univers, et c'est grâce à cette énergie qu'on va avoir de l'eau. Alors l'énergie, elle commence par se trouver dans les étoiles. Alors ça, vous voyez le Soleil. Alors vous savez aujourd'hui que le Soleil, c'est une énorme centrale nucléaire essentiellement, en tout cas au centre du Soleil. Au centre du Soleil, on a une température suffisante, 15 millions de degrés, pour avoir une centrale nucléaire. Attention, ce n'est pas une centrale nucléaire telle qu'on les fait sur Terre, qui marche par fission et des déchets radioactifs, c'est une centrale de fusion nucléaire. Voilà. Donc c'est la fusion de l'hydrogène qui se passe. On a 4 noyaux d'hydrogène qui se collent à très haute température pour former un noyau d'hélium et perdre un petit peu de masse qui se transforme en énergie et qui est évacuée à travers les couches par le E égale mc2. Donc on a un bilan énergétique. 4 noyaux d'hydrogène fusionnent et forment de l'hélium. Le reste est évacué sous forme d'énergie. Il y a la moitié qui se forme d'énergie électromagnétique, la lumière sous toutes ses longueurs d'onde, véhiculée par des photons, et l'autre moitié sous forme de particules un peu fantomatiques, mais qui existent bel et bien, que l'on appelle des neutrinos. Voilà. Donc, l'énergie disponible dans les étoiles. Il faut savoir qu'une étoile ordinaire comme notre Soleil consomme chaque seconde 600 millions de tonnes d'hydrogène. Voilà. Donc le Soleil, qui a beaucoup de réserves, en a pour longtemps. On estime que la durée de vie du Soleil dans son état normal, où il consomme tranquillement son carburant, est de l'ordre de 10 milliards d'années. Comme le Soleil en a déjà 4,5, si vous vous souvenez bien, le Soleil est en pleine maturité, il est en pleine forme, tout va bien. Il va arriver forcément un moment où le carburant va s'épuiser. L'hydrogène s'épuise au centre. À son tour, l'hélium va se mettre à fusionner, il va produire du carbone et de l'oxygène, et puis le débit des réactions nucléaires, le débit d'énergie va chuter, et l'étoile va rentrer dans de grands bouleversements qui vont marquer un petit peu sa fin, en tout cas la fin de sa vie de lumière normale. Et là, dans ce magnifique cliché astronomique, vous voyez une étoile moribonde. C'est-à-dire, c'est une étoile qui d'abord s'est mise après l'épuisement de ses réserves, elle s'est mise à se dilater démesurément, devenir ce qu'on appelle une étoile géante rouge, ce que deviendra notre Soleil à nous dans 4 milliards d'années. Et puis les couches extérieures de l'étoile deviennent tellement loin du centre qu'elles se désolidarisent et finissent par se diluer dans le milieu interstellaire, tandis que le cœur de l'étoile, le réacteur nucléaire, va s'éteindre progressivement et va se contracter pour donner naissance à un cadavre d'étoile qu'on appelle une naine blanche. Enfin là, peu importe, vous voyez surtout un extraordinaire cliché donc d'étoiles moribondes avec donc les matériaux qui ont été formés par l'étoile qui vont se retrouver dans le milieu interstellaire, puisque évidemment les débris gazeux de l'étoile vont se diluer et se répandre dans le milieu interstellaire. Ici, vous avez une autre image astronomique qui montre une mort beaucoup plus violente et spectaculaire d'étoiles, qu'on appelle une explosion de supernova. On sait aujourd'hui que les étoiles significativement plus massives que le Soleil, peut-être 10% des étoiles en tout, ont des masses dépassant 10 fois la masse du Soleil, et elles évoluent plus rapidement et plus spectaculairement. Et à la fin de leur vie, elles se dilatent, mais elles explosent très violemment, sous forme de ce qu'on appelle ces explosions de supernova. Et ici, vous voyez le débris d'une explosion de supernova. La mort de l'étoile remonte à peu près 1000 ans, puisque le début de l'explosion a été vu en l'an 1054. Et 1000 ans plus tard, on observe encore l'atmosphère de l'étoile déchiquetée donc, par cette explosion. Ce qui est important à ce niveau-là, donc je parle des débauches d'énergie extraordinaires.
Il faut savoir que dans l'explosion d'une supernova, pendant quelques jours, l'énergie dégagée est équivalente à l'énergie émise par le Soleil durant toute sa vie. Donc vous prenez toute l'énergie solaire pendant 10 milliards d'années, vous la concentrez en quelques jours, c'est l'énergie libérée par une explosion de supernova. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nos supernovas explosent, si c'est dans notre galaxie, elle peut être vue à l'œil nu dans le ciel. D'ailleurs, ce vestige de supernova, on l'appelle supernova 1054, parce qu'en l'an 1054, l'astronome de l'empereur de Chine, qui était en fait astrologue essentiellement, et qui était chargé de consigner les événements bizarres qui se produisaient dans le ciel, voit une étoile apparaître en plein jour. Donc lui, évidemment, il interprète en termes de présage favorable pour le règne de l'empereur. Il ne savait pas qu'il assistait à la mort d'une étoile, la mort violente, une supernova, qui donc était, à quelques milliers d'années-lumière à peine, devenait suffisamment brillante pour être visible en plein jour. Après, évidemment, la supernova s'est éteinte et on ne l'a plus vue, sauf 400 ans plus tard, avec les télescopes, on voit la suite de l'explosion. Donc aujourd'hui, on voit exploser des supernovas un peu partout dans l'univers, parce que les supernovas qui explosent dans les galaxies lointaines sont visibles à des milliards d'années-lumière. Et à chaque fois, quand on sait qu'une supernova explose, on sait que la chimie est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que la supernova fabrique tous les éléments chimiques de la table de Mendeleïev. Carbone, azote, oxygène, etc., jusqu'au fer, et puis les éléments au-dessus du fer sont fabriqués dans ces éléments de supernova. Ces éléments se retrouvent dans le vestige gazeux. Ici, c'est un autre vestige de supernova qui a 30 000 ans, qui continue à se propager dans l'espace comme un véritable bulldozer. Et un jour, il va rencontrer un nuage interstellaire, il va le déstabiliser, créer de nouvelles étoiles et l'ensemencer en même temps de tous les éléments chimiques que les réactions thermonucléaires ont fabriqués. Et vous voyez que parmi tous les éléments chimiques, du carbone jusqu'à l'uranium, il y a évidemment l'oxygène qui est formé donc par les étoiles. Donc on voit que l'oxygène, élément fondamental de l'eau, trouve son origine dans l'évolution des étoiles, tout simplement. Et l'hydrogène alors, puisque l'eau c'est H2O. L'hydrogène, il n'est pas formé dans les étoiles, puisque les étoiles sont initialement formées d'hydrogène. Ça veut dire qu'il faut chercher une explication à l'origine de l'hydrogène antérieure à l'existence des étoiles. Les étoiles n'existent pas de toute éternité. Vous savez que dans le modèle du Big Bang, dont je vais dire quelques mots, qui marque le début de l'univers compréhensible, en tout cas par nous, le début physique de notre univers tel qu'on le conçoit, les étoiles n'existent pas au début. Voilà. Donc il faut trouver un processus capable de former l'hydrogène. Donc voici ce fameux modèle de Big Bang, qui est aujourd'hui, donc, après avoir été discuté furieusement pendant des décennies, aujourd'hui fait une certaine unanimité dans le milieu scientifique, parce que c'est un modèle qui marche extrêmement bien lorsqu'on compare les prédictions du modèle à toutes les observations. Donc, grosso modo, en image simplifiée, on part d'une configuration initiale sur laquelle on met un point d'interrogation. Le Big Bang est-il vraiment le début de l'univers? Probablement pas. Est-ce que c'est vraiment le début du temps? Probablement pas. C'est juste une limitation de nos théories, aussi sophistiquées soient-elles, relativisme général, etc. Elles butent tout de même sur cet instant initial, mais au bout de quelques fractions de secondes, on a une physique capable de décrire les processus. Donc l'histoire de l'univers depuis le début depuis le Big Bang en tout cas, c'est l'histoire d'une expansion, parce que vous savez que l'univers est en expansion, l'espace se dilate. Donc initialement, l'univers était très concentré, très chaud, très dense. En se dilatant, il se refroidit. Donc toute l'histoire de l'univers, depuis le début, c'est l'histoire d'une dilatation accompagnée d'un refroidissement et de la formation de grumeaux, de structures. Voilà. Et aujourd'hui, l'univers tel qu'il est, au bout de 14 milliards d'années, c'est l'âge de l'univers aujourd'hui, c'est formé d'énormes grumeaux que sont les étoiles, les galaxies, etc. Et à mesure qu'on va remonter par à la fois les théories et l'observation astronomique dans le passé de l'univers, on va voir un univers toujours plus homogène, voilà, toujours un peu moins structuré. Voilà. Alors il se trouve que donc, dans ce modèle du Big Bang chaud, on a calculé qu'au bout de 3 minutes seulement, mettons l'horloge à zéro, à nouveau, cette fois-ci on la met à zéro au moment du Big Bang. Par rapport à nous, c'est 14 milliards d'années dans le passé. Très précisément, 13,8 milliards d'années. On met l'horloge à zéro et on compte les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années, etc. On sait qu'au bout de 3 minutes à peine après l'expansion, ça vous paraît court, mais dans cet univers très chaud, c'est un temps énorme, parce qu'il s'est passé énormément de choses avant, sur lesquelles je reviendrai. Au bout de 3 minutes, la température moyenne du jeune univers a chuté à 10 milliards de degrés.
C'est le refroidissement climatique, à sa façon. Hein. Voilà. À 10 milliards de degrés, les particules élémentaires de cette journée de l'univers ont commencé pour la première fois à se coller entre elles pour former les premiers noyaux d'hydrogène, d'hélium et de leurs isotopes, le deutérium. Bien. Et on a ici donc un processus qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire la synthèse des noyaux atomiques primordiales, parce que ça s'est passé dans l'univers primordial, qui explique l'existence de l'hydrogène, de l'hélium et des isotopes tels que le deutérium. Le modèle du Big Bang fait des prédictions très précises par le calcul sur les fractions de ce qui a été produit à cette époque, et ces fractions sont exactement observées, donc c'est une validation étonnante du modèle du Big Bang pour, en tout cas, ce qui s'est passé dans les 3 premières minutes. Bon, maintenant, c'est bon, on a la généalogie complète de tous les éléments de la classification périodique, et notamment la généalogie de l'eau. Donc quand vous avez la molécule d'eau, on enlève les petites cochonneries deutérium, etc., etc., l'eau pure, H2O. Dans l'oxygène, vous avez la mémoire des étoiles. Ce sont les supernovas qui ont explosé il y a des milliards d'années qui ont fabriqué l'oxygène et qui l'ont injecté un peu partout dans le milieu interstellaire. Et l'hydrogène, c'est carrément le résidu du Big Bang. Donc quand on boit un verre d'eau, je vous dis tout à l'heure, l'eau vient du ciel. Oui, parce qu'il y a des comètes qui sont tombées sur Terre. Mais quand on remonte encore plus en avant dans l'origine de cette eau, eh bien, l'origine de cette eau, elle remonte à des milliards d'années. Et il faut toute l'histoire du cosmos pour expliquer simplement une molécule d'eau. Donc quand on boit un verre d'eau, vous buvez toute l'histoire de l'univers. Voilà cette belle histoire d'eau, hein, donc qui commence, je le répète, il y a 14 milliards d'années, avec la formation des atomes d'hydrogène. Quelques milliards d'années plus tard, vous avez les étoiles qui commencent à fabriquer l'oxygène. Et puis ça se combine dans les grands nuages interstellaires. Et puis tout ça, ça va se retrouver un jour dans les systèmes solaires qui naissent, dans les comètes, etc., et dans les anneaux de planètes, et puis sur des petites planètes comme notre Terre, et ça finit par se retrouver sur notre table. Ça, c'est l'histoire extraordinaire de l'eau qui implique donc l'ensemble de tous les processus cosmiques. Voilà, donc c'est effectivement un certain recul par rapport aux problématiques que vous avez abordées de l'eau sur Terre, mais je crois que c'est un panorama assez grandiose et qui nous fait comprendre voilà, l'origine de l'eau. Alors pour finir là, je veux revenir sur l'énergie, parce qu'on m'a parlé de l'eau et l'énergie. Bon, j'ai parlé un petit peu d'énergie avec l'énergie nucléaire, etc., grâce à laquelle on finit par avoir la fabrication de l'hydrogène puis de l'oxygène. Il y a d'autres lieux. Alors là, on va quitter la problématique de l'eau. Je finirai là-dessus, sur les débauches extraordinaires d'énergie qu'il y a à l'échelle du cosmos. Vous vous doutez qu'effectivement, sortir de la Terre, il y a des phénomènes énergétiques beaucoup plus puissants. Voilà. Alors, je ne parle même pas des éruptions solaires ou ce genre de choses, qui sont des petites pitchnettes qui se produisent à la surface du Soleil, même si à l'échelle de la Terre, ça peut être considérable. Je vais parler de véritables débauches d'énergie cosmique. Et je reviens sur la mort explosive des étoiles. Je vous ai dit que les grosses étoiles, à la fin de leur vie, explosaient en supernova, en libérant des énergies équivalentes à 10 milliards d'années de vie d'une étoile comme le Soleil concentrée en quelques jours. Maintenant, il se trouve que peut-être une étoile sur 10 000 a une masse énorme, de plus de 100 fois la masse du Soleil. Vous en voyez une ici, c'est une image télescopique d'une étoile de notre galaxie qui s'appelle Eta Carina. Elle est condamnée à très court terme, ça se voit tout de suite. Alors là, vraiment, le diagnostic médical, il est imparable, elle n'en a plus pour longtemps. Voilà, plus pour longtemps, ça peut être, on ne sait pas exactement, ça peut être 100 ans, 1000 ans, mais guère plus. Voilà. Elle est parvenue dans les stades terminaux de son évolution, elle est tellement massive qu'elle va exploser et donner naissance à un phénomène, l'un des phénomènes les plus énergétiques connus dans l'univers, qui est plus énergétique qu'une supernova, ça s'appelle une hypernova. Voilà. Grosso modo, ça va libérer encore 100 fois plus ou 1000 fois plus d'énergie qu'une supernova. Bien. Aujourd'hui, on observe des explosions d'hypernova un peu partout dans l'univers, venant des confins de l'univers, venant de galaxies les plus lointaines, sous forme d'éclairs de rayonnement de très haute énergie, qu'on appelle du rayonnement gamma. Donc on a des télescopes embarqués dans l'espace avec des détecteurs de rayons gamma, et de temps en temps, grosso modo aujourd'hui, on en a à peu près une fois par semaine, etc., on obtient un éclair de rayons gamma, on appelle ça un sursaut gamma. Ça dure, les plus courts durent un dixième de seconde, les plus longs durent 10 secondes ou 50 secondes. C'est court, hein? Eh bien, dans cet intervalle de temps, on a mesuré l'énergie émise. C'est l'énergie équivalente à l'énergie des 100 milliards d'étoiles d'une galaxie. Donc ce sont les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Pourquoi autant d'énergie? Parce qu'essentiellement, lorsque une hypernova se forme, et donc produit ces sursauts gamma dont je vous parlais,
qui libère ces débauches extraordinaires d'énergie, le cœur de l'étoile, lui, est tellement massif que lorsqu'il se contracte, il va donner naissance à l'objet le plus extraordinaire de la physique et le plus fascinant, qui est le trou noir. Et au moment de la formation d'un trou noir, les théories compliquées de l'astrophysique montrent qu'il y a une libération d'énergie absolument phénoménale. Essentiellement, vous avez tous entendu parler du E égale mc2, la fameuse formule d'Einstein qui fait une équivalence entre la masse et l'énergie, et à cause du facteur c au carré, qui est la vitesse de la lumière au carré, et c'est un très grand facteur, ça veut dire qu'une petite masse de rien du tout est capable de libérer, si on la transforme entièrement en énergie, en une quantité d'énergie phénoménale. Voilà. Alors, par exemple, vous savez, dans les processus de réaction thermonucléaire, le E égale mc2 n'est pas très efficace, parce qu'en fait, on ne convertit en énergie qu'une toute petite fraction de la masse. Mais dans les trous noirs, c'est quasiment toute la masse qui se transforme en énergie, et c'est la raison pour laquelle, si vous convertissez par exemple la moitié de la masse d'une étoile en énergie pure, vous avez absolument une énergie absolument phénoménale. C'est l'énergie qui correspond à ce qui est observé dans les explosions d'hypernova. Voilà. Alors, les trous noirs sont des sources d'énergie extraordinaires, non seulement au moment de leur formation, mais également une fois qu'ils sont formés. Alors c'est vrai qu'on lit dans la littérature de vulgarisation, et j'ai beaucoup commis de vulgarisation sur les trous noirs, que normalement le trou noir, il n'y a pas d'énergie qui sort. Une fois qu'il est formé, la lumière est capturée. En revanche, l'environnement d'un trou noir est soumis à des processus énergétiques considérables, tout simplement parce que le trou noir attire la matière et l'avale. Mais avant d'être avalée, la matière est comprimée et chauffée et émet des rayonnements extrêmement énergétiques. Donc par exemple, vous avez des trous noirs qui sont formés parce que vous avez une étoile qui explose. Et l'étoile, elle vivait dans un couple, parce que la plupart des étoiles vivent en couple. Le Soleil est célibataire, mais bon, la plupart des étoiles vivent dans des systèmes doubles, des fois 3, 4, en général c'est 2. Voilà. Dans un couple stellaire, vous pouvez avoir, au bout d'un certain nombre d'années d'évolution, un trou noir et l'autre étoile, plus modeste, rester à l'état gazeux. Qu'est-ce qui va se passer? Le trou noir va se mettre à aspirer progressivement le gaz, l'atmosphère de sa partenaire, et vous avez un transfert de gaz de l'étoile gazeuse vers le trou noir. Alors ça, évidemment, ce n'est pas des images réelles, hein, ce sont simplement une animation, voilà, qui montre le transfert, comment le gaz d'une étoile ordinaire est arraché progressivement et tombe dans un trou noir. Et avant de tomber, le gaz s'est chauffé à des millions de degrés et ça produit des rayonnements X, donc des sources d'énergie extraordinaires qui sont aujourd'hui captées par nos télescopes embarqués dans l'espace. Alors, passons à une échelle encore plus grande. Vous savez donc qu'il y a des galaxies dans l'univers. Les galaxies, ce sont des gigantesques rassemblements d'étoiles. Nous, on vit dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, qui contient 2 à 300 milliards d'étoiles, et puis l'univers est rempli de galaxies. On estime qu'il y a peut-être 1000 milliards de galaxies dans l'univers aujourd'hui observable. Mais certaines de ces galaxies sont incroyablement brillantes. Elles ont des cœurs incroyablement énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a un moteur au centre de ces galaxies. Alors les plus connues d'entre elles s'appellent les quasars, d'autres s'appellent des radiogalaxies, donc vous avez quelques-unes de ces images-là. On a des moteurs extraordinaires de 10 puissance 40 watts. 10 puissance 40 watts, c'est 10 000 milliards de luminosité solaire. Voilà. Donc ce sont également des phénomènes de libération d'énergie phénoménaux. Pourquoi? La modélisation actuelle, c'est un trou noir géant. Un trou noir gigantesque au centre de la galaxie, qui fait plusieurs millions ou plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, qui est capable d'avaler des étoiles entières. Avant de les avaler, elle les déchiquette, elle les écrase. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait quelques avancées personnelles là-dessus, ce que j'ai appelé le modèle des crêpes stellaires flambées, où j'avais montré il y a une vingtaine d'années, par le calcul d'abord, que des étoiles s'approchant de trous noirs géants étaient d'abord écrasées et aplaties, et donc sous forme de crêpes, et puis étaient chauffées et explosées dans des phénomènes très violents. Et ces phénomènes sont aujourd'hui observés au télescope. Donc on a des débauches d'énergie dues au trou noir. Alors évidemment, tout ça, c'est bien intéressant, mais on se dit que ces débauches d'énergie, est-ce qu'on pourrait les récupérer un jour? Oui, j'arrive à la fin. Je vous montre ici un schéma assez étonnant qui a été imaginé par des collègues il y a quelques années, peu de la science-fiction, mais fondé sur des calculs de relativité générale, la façon dont on pourrait éventuellement exploiter l'énorme énergie qui est stockée dans la rotation d'un trou noir. Les trous noirs tournent sur eux-mêmes,
Eh bien, on a imaginé des processus à mettre en œuvre par des civilisations technologiquement plus avancées que la nôtre tout de même, la façon de se débarrasser des ordures et des déchets dans un trou noir, de récupérer la totalité de la masse de ces ordures en énergie, et en plus de récupérer une fraction de l'énergie rotationnelle du trou noir en l'ayant freiné, si on jette les ordures en sens contraire de rotation du trou noir. Donc on a imaginé ce genre de processus qui permettrait effectivement une exploitation énergétique des trous noirs. Pour finir, évidemment, la source principale d'énergie dans l'histoire de l'univers, c'est le Big Bang lui-même, le début de l'expansion de l'univers. Voilà. Dans l'histoire de l'univers, il y a deux grandes phases. Il y a une première phase qui a duré à peu près 400 000 ans, et une deuxième phase qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. La première phase, le très jeune univers très chaud et très dense, il est opaque, il n'y a pas de lumière. On ne le verra jamais au télescope. La seconde phase, l'univers est transparent, c'est le domaine de l'astronomie. La transition, c'est la première lumière dans l'histoire de l'univers. On a aujourd'hui des télescopes qui permettent de voir cette lumière résiduelle. Ça s'appelle le rayonnement fossile. Et cette image que je vous montre, qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est probablement la plus importante image de toute l'histoire de l'astronomie jusqu'à présent acquise, a été donc délivrée en mars 2013 par un télescope européen qui s'appelle le Planck, et qui a cartographié le jeune univers au moment où il a émis pour la première fois de la lumière. Alors c'est une carte en fausse couleur, c'est la lumière résiduelle du Big Bang, et les irrégularités que vous voyez représentent les germes de tout ce qui s'est formé ultérieurement dans l'univers. Toutes les galaxies et les étoiles sont nées à partir de ces très légères fluctuations, ces petits grains bleus et jaunes que vous voyez dans cette carte du rayonnement. Et l'une des grandes surprises, pour finir sur cette histoire de l'énergie, finalement, c'est quoi l'énergie dans l'univers? Dans quoi elle est stockée? Il y a pas mal d'énergie dans les trous noirs, mais il n'y a pas que les trous noirs dans l'univers. Bien. Eh bien, on a eu une énorme surprise. En analysant très précisément les caractéristiques du rayonnement fossile et puis de tout un ensemble d'autres observations astronomiques, on est aujourd'hui capable de donner les fractions, la composition énergétique de l'univers. Où se trouve l'énergie dans l'univers? D'après ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, l'énergie dans l'univers, je trouve dans les étoiles qui explosent, les galaxies, les hypernovas, les trous noirs, etc., c'est-à-dire dans la matière. Eh bien, grosse surprise, l'ensemble de toutes les étoiles, du gaz, etc., dans l'univers ne représente que 0,5% de toute l'énergie qu'il y a dans l'univers. L'énergie, elle est ailleurs. Alors, il y a la lumière à l'état pur. Bon, ça ne représente que 0,05%. C'est négligeable. Alors, vous avez des particules, j'ai parlé brièvement, les neutrinos qui transportent pas mal d'énergie, à peu près la même chose que la matière. Bien. Donc l'essentiel, 99% du reste de l'énergie dans l'univers est ailleurs. On soupçonne aujourd'hui qu'il y a de la matière ordinaire, la matière faite comme nous d'atomes, mais qu'on appelle noire parce qu'elle n'émet pas de lumière. Il y en a 10 fois plus que d'étoiles, donc une partie de l'énergie est là-dedans, c'est 4% à peu près. Il manque encore l'essentiel, donc ça veut dire qu'il existe de la matière noire qui n'est pas formée d'atomes comme nous, des particules élémentaires qui ont été formées dans les énergies du Big Bang et qui représenteraient 27% aujourd'hui de l'énergie. Et il manque encore les 3/4. Et les 3/4, on l'a appelé énergie noire ou énergie sombre. Ça représente aujourd'hui 68% de l'énergie totale dans l'univers. Mais c'est quoi cette énergie? Elle est diffuse dans tout l'espace, ce n'est pas une énergie qui est matérialisée en objets ou en particules élémentaires, et c'est l'énergie dominante. Le destin, toute l'histoire de l'univers est gouvernée par cette forme d'énergie. Elle nous est accessible par le calcul, mais malheureusement, on ne peut pas envisager à l'heure actuelle de récupérer évidemment ce réservoir prodigieux d'énergie, parce qu'elle est incroyablement diluée dans l'espace. Il faut en fait d'énormes quantités d'espace pour que finalement cette énergie finisse par prendre le dessus sur le reste. Si on prend par exemple la quantité totale de toute l'énergie noire qu'il y a dans le système solaire, convertie en masse, ça ferait à peine la masse d'un petit astéroïde de 10 km. Donc c'est complètement négligeable à l'échelle du système solaire. Mais si on élargit le panorama à l'échelle de l'univers tout entier, c'est cette énergie qui devient absolument dominante et qui gouverne le destin de l'univers, au point que on sait aujourd'hui que non seulement l'univers est en expansion, mais qu'en plus, l'expansion s'accélère. Et pourquoi ça s'accélère? Parce que l'univers est dominé par cette énergie noire, et cette énergie noire, elle a une particularité, c'est qu'elle a tendance à faire exploser l'espace. Elle va contre la gravitation. La gravitation, engendrée par la matière, aurait tendance à freiner l'expansion. L'énergie noire est antigravitationnelle, elle remplit l'espace et elle accélère sa vitesse de dilatation.
Si vous me laissez encore une minute, et je ne peux pas évidemment ne pas mentionner, quand on parle d'énergie, des fameuses expériences de l'année dernière du CERN. Vous savez que dans les accélérateurs de particules, on essaie de reconstituer dans des collisions entre particules élémentaires des phénomènes de très très haute énergie que l'univers a dû connaître très tôt dans son histoire, et notamment la fameuse découverte du boson de Higgs dont on a tant parlé et dont on reparlera évidemment longtemps, a été faite donc dans le Large Hadron Collisionneur, le LHC du CERN, où on observe donc cette particule qui n'a pu exister que dans l'univers extrêmement primordial, et une particule qui aurait joué un rôle fondamental à cette époque-là. Et donc au CERN, on reconstitue des conditions de température et d'énergie que l'univers a connues au bout de 1/10 milliardième de seconde. Pour l'instant, ça correspond localement à des températures de 10 000 milliards de degrés au moment d'une collision. Voilà. Évidemment, c'est très localisé, donc il n'y a pas d'effet sur le laboratoire qui ne va pas se mettre à fondre, évidemment, hein, bien entendu. Voilà. Alors, pour l'instant, nos moyens expérimentaux de produire de l'énergie s'arrêtent là, et on a les moyens intellectuels d'aller plus loin, c'est-à-dire de se rapprocher du Big Bang et d'imaginer des processus encore plus primordiaux et encore plus énergétiques. Voilà. L'une des reconstitutions possibles, c'est que, en fait, si on se place pas tout à fait au début, mais presque au début de l'univers, l'essentiel de l'énergie, elle vient du vide. Ouais, le vide, ce n'est pas rien. Dans la bonne physique d'aujourd'hui, qui s'appelle la physique quantique, le vide, en fait, est bourré d'énergie. Si vous prenez une boîte et que vous enlevez tout, vous enlevez les atomes, les particules et les champs de force, il y reste irréductiblement quelque chose, nous dit la mécanique quantique, vérifiée au laboratoire. Il reste le niveau le plus bas de l'énergie, mais qui n'est pas zéro. C'est l'énergie du vide. Et cette énergie, potentiellement, est d'une richesse extraordinaire. On pense que tout sort éventuellement de cette énergie du vide. Et on pense qu'au tout début de l'univers, on va remplacer le point d'interrogation, on ne va pas mettre le temps zéro, on va mettre le vide avec son énergie. Un peu comme un océan qui bouillonne de façon spontanée, arbitraire et aléatoire. Et il bouillonne de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations. Et on pense que les fluctuations de l'énergie du vide ont produit tout ce qui existe dans l'univers, et produisent même peut-être l'univers lui-même. Je finirai là-dessus sur une simulation de l'évolution de l'énergie du vide quantique au tout début de l'univers. Je vous montre un film au ralenti parce que la durée réelle du film, vous la voyez là-haut. Donc au ralenti, ça donne ça. Vous voyez l'évolution de l'énergie du vide. Et vous voyez effectivement des fluctuations extraordinaires, des pics d'énergie et des vallées d'énergie. Chaque pic, chaque niveau de ce paysage cosmique représente la probabilité de matérialisation de l'énergie du vide en un espace-temps-matière. Et un espace-temps-matière, c'est quoi? C'est un univers. Et ça suggère donc qu'il n'y a pas qu'un seul univers, le nôtre, mais ce qu'on appelle un multivers. C'est-à-dire que chaque point du paysage correspond à la probabilité d'apparition d'un univers avec des caractéristiques qui n'ont aucune raison d'être les mêmes que dans notre univers. Donc voilà un petit peu comment ces considérations sur l'énergie du vide quantique qui pourrait être à l'origine de notre univers pourraient être en fait à l'origine d'une multiplicité d'univers dont le nôtre ne serait un cas extrêmement particulier qui, par le hasard des choses, grâce à des configurations initiales arbitraires favorables, ont permis à des étoiles de se former, de former du carbone et de l'oxygène, de former de l'hydrogène, de former de l'eau, de former, au moins sur Terre et sans doute ailleurs, des êtres vivants et des êtres pensants, et de permettre la tenue de grands colloques comme le vôtre. Voilà toute l'histoire de l'eau et de l'énergie dans l'univers. Merci. Alors j'ai peut-être abusé de mon temps de parole, je ne sais pas, mais s'il y a quelques minutes pour des questions, j'y répondrai volontiers. À vous de voir. Est-ce qu'il y a une question rapide? Parce qu'après, nous avons un timing. Oui, alors il y a une question là qui va... Alors, il ne faut pas recommencer la démonstration au début. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite en parlant de consensus sur le Big Bang? Je crois qu'il y a pas très longtemps encore, en Allemagne en particulier, il y a d'autres hypothèses. Vous semblez les écarter un peu rapidement.
Non, alors quand on parle de consensus, ce n'est pas donc une certitude à 100%. Parce que consensus, ça veut dire que c'est le courant majeur de la recherche d'aujourd'hui qui est en faveur du modèle du Big Bang, ne serait-ce que, non pas parce que c'est la vérité, on sait très bien qu'en science, il n'y a pas de modèle définitif, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle alternatif qui fonctionne. Alors heureusement, il y a toujours des gens hors consensus qui contestent et qui ont d'autres idées, ce qui permet soit un jour de faire une découverte majeure et de s'orienter vers autre chose, faire une véritable révolution. À titre personnel, je ne pense pas. Je pense que le modèle grosso modo du Big Bang il est suffisamment établi pour qu'on ne sorte pas des grandes lignes du Big Bang. Mais également, les contradicteurs permettent de faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire permettent aux partisans du modèle en cours d'affiner les arguments et surtout de l'améliorer pour expliquer encore des choses qui sont mal expliquées. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de consensus, non pas pour dire que c'était le modèle définitif et absolu, mais que c'était vraiment le modèle de travail de, disons, je ne sais pas si une proportion, 99% de la communauté des professionnels, si vous voulez. Ça ne néglige pas du tout le travail des 1% qui reste. Voilà, est-ce qu'il y a une autre petite question? Non, mais je crois que oui, à l'année dernière. Et vous nous avez dit qu'il y avait de l'eau partout dans l'univers, c'est bien ça. Donc la vie, nous ne sommes pas seuls, il y a probablement de la vie partout. Oui, alors le donc, il est malheureusement un peu rapide. Je dis qu'il y a effectivement de l'eau dans l'univers. Après, on fait l'hypothèse que s'il y a de l'eau, du carbone et de l'énergie, il peut y avoir de la vie. Donc ça n'implique pas forcément. C'est pour ça que le donc, c'est plutôt une implication. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau dans l'univers qu'il y a forcément de la vie ailleurs dans l'univers. Mais c'est un élément qui apporte évidemment de l'eau au moulin, c'est le cas de le dire, de la vie dans l'univers. Il est effectivement extraordinairement probable qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers, sous des formes diverses et variées, et je parle même de formes de vie fondées sur ce qu'on connaît sur Terre, les formes de vie fondées sur la chimie du carbone avec de l'eau et de l'énergie. Hein. On peut aussi imaginer encore des formes de vie encore plus exotiques. Mais là, déjà, se cantonnant à ça, oui, c'est probablement le cas. Mais tant qu'on n'a pas un début de preuve, on ne peut malheureusement pas l'affirmer. On a tous envie d'y croire, et c'est très probable, de même qu'on croyait que les étoiles devaient avoir des planètes autour et qu'il a fallu attendre 400 ans pour avoir les moyens de détecter. Là, j'espère qu'on n'attendra pas encore 400 ans pour détecter les premières formes de vie, peut-être des bactéries martiennes, comme je l'ai dit, ou des formes de vie sur des exoplanètes. J'ai bon espoir que d'ici 20 ans, on aura la confirmation définitive. Oui, une dernière, alors vraiment là, hein, parce qu'après, il faut avoir notre bus. Hein. Allez-y, attendez le micro parce qu'on ne vous entend pas là. Hein. Pete, ça va. Oui. Est-ce que vous avez un site sur lequel on puisse consulter et retrouver ce que vous venez de nous dire? Parce que je l'avoue, on a besoin peut-être de l'approfondir si on veut tout comprendre. Je suis allé un peu vite, effectivement, oui. Alors, je vous ai fait le PowerPoint spécialement pour vous, donc voilà. Mais sinon, moi j'ai écrit beaucoup de, comme ça a été gentiment mentionné au début, j'ai écrit beaucoup de livres de vulgarisation accessibles vraiment au grand public. Et l'un d'entre eux, très facile à trouver, se trouve en livre de poche, ça s'appelle Bonnes nouvelles des étoiles. Et tout ce que j'ai dit là se trouve notamment dans ce livre. Et donc voilà, c'est aux éditions Odile Jacob, Bonnes nouvelles des étoiles. Bon, je crois qu'on va terminer là cette conférence en vous remerciant Jean-Pierre Lumineux pour cette conférence lumineuse, si vous me permettez l'expression, et passionnante, et on a bien noté donc votre livre. Je vous ai amené un petit souvenir de remerciement. Alors, il s'agit d'un liquide qui n'a pas 14 milliards d'années, ou je ne sais plus combien, mais qui est 2008. Alors, je vois qu'il est plus récent, mais il se déguste beaucoup. On peut le réapplaudir, je crois, parce que c'était très...